Bon, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais remercier au nom du réseau africain de droit constitutionnel, le Front citoyen Togo Debout et les autres organisations de la société civile pour cet atelier qui vient à point nommé au regard un peu de la politique trouble dans la sous-région. Merci aussi d'avoir associé le réseau africain de droit constitutionnel, et même si les propos que je vais tenir ici m'engagent essentiellement. Alors, c'est une vérité de Palis que de dire que la démocratie approximative aujourd'hui en Afrique de l'Ouest est aussi la résultante de la construction approximative de l'État et de ses institutions. L'idée selon laquelle la démocratie, c'est la gestion du pouvoir par le peuple et pour le peuple, ne se fait pas hors sol. C'est au sein d'un État et à travers des institutions que la démocratie se construit. Et je suis même tenté de grossir le trait en disant que la gestion du pouvoir par le peuple et pour le peuple, c'est la gestion de l'État par des institutions au service du peuple. L'État aujourd'hui, de manière générale et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, c'est un État qui est concurrencé et qui est contesté. Il est concurrencé au sommet par la globalisation, les transferts et les abandons de souveraineté, mais il est aussi concurrencé et contesté à l'interne par de nouveaux acteurs qui menacent même son existence. On peut songer à la crise terroriste au sein du Sahel qui a arraché à ces États le contrôle de plus de la moitié de leur territoire. C'est aussi un État qui est contesté dans ses frontières et même dans sa légitimité par son incapacité à répondre aux aspirations de la population, mais aussi par le déficit de légitimité de ceux-ci qui l'incarne et aussi par l'arbitraire de ces acteurs-là. L'État vit, du moins, je dirais, l'État vit aussi par ses institutions. Et on se souvient de ce trait d'esprit du président Obama, souvent repris comme une antienne. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a besoin d'institutions fortes. Bien que simpliste et critiquable, à bien d'égards, nous allons y revenir. Cette boutade dit une réalité africaine, donc une réalité ouest-africaine aussi, le déficit d'institutionnalisation, en tout cas la faiblesse des institutions dans la sous-région. Alors que la démocratie, c'est aussi l'état de droit avec lequel il forme les deux branches d'un même tronc, démocratie et état de droit. Et que l'état de droit, ce sont des institutions qui appliquent la règle de droit et qui y tiennent. La question de la démocratie est donc aussi une question des institutions de l'État. La démocratie se consolidera en Afrique de l'Ouest parce que les institutions y seront aussi consolidées. Et l'une des institutions qui doit être renforcée en Afrique de l'Ouest, c'est l'institution du juge constitutionnel. Elle doit reconquérir et incarner son indépendance et assumer son office pour l'avènement d'un État de droit, d'un État démocratique. Et comme Jean Gicquel l'a si bien dit, les juridictions constitutionnelles comprises doivent être l'incarnation de l'État de droit. Quelle stratégie pour une démocratie ouest-africaine consolidée s'entend aussi de quelle stratégie pour des juridictions constitutionnelles indépendantes soucieuses de l'État de droit. C'est pourquoi, quand il m'a été demandé de communiquer sur, je cite, la question de l'État et des institutions, avec un focus sur la Cour constitutionnelle, le cas de la Centrafrique en 2022 et du Togo en 2005, je me suis demandé si et en quoi le juge constitutionnel ouest-africain est un artisan de la régression de la gouvernance démocratique dans la sous-région et comment le recadrage de ce juge constitutionnel peut aider à la consolidation de cette démocratie et de la gouvernance démocratique dans la sous-région. À l'observation, on fait le diagnostic d'un juge constitutionnel qui est souvent, parfois du moins, démissionne de son office de gardien de la démocratie et de l'état de droit, ou en tout cas se fait parfois complice de ces fossoyeurs de la démocratie. Et toutes les fois qu'il a eu le courage, je parle du juge constitutionnel, d'assumer son office, la démocratie s'est trouvée consolidée ou parfois restaurée. Donc, je vais organiser la communication en deux temps. D'abord, le diagnostic d'un gardien qui a démissionné et ensuite la nécessité de renforcer l'institution du juge constitutionnel.
La Cour constitutionnelle et la démocratie en Afrique de l'Ouest, le diagnostic d'un gardien démissionnaire. La plupart des mots qui minent la démocratie dans la sous-région et qui ont déjà été relevés et qui vont être égrenés tout au long de la journée, régression de la culture démocratique, alternance démocratique verrouillée, résurgence des bruits, des bottes avec les coups d'État, etc., le sont parfois avec la complicité passive ou active du juge constitutionnel. Au moment cruciaux de la vie politique de l'État, c'est parfois un juge constitutionnel qui est soit taiseux, soit qui est hyperactif parce que sollicité pour apporter une sorte de vernissage constitutionnel à des projets antidémocratiques et anticonstitutionnels en soi. Et l'actualité est foisonnante d'exemples au-delà des cas centrafricains et togolais. D'abord, un juge constitutionnel taiseux, témoin des tripatouillages des règles du jeu démocratique ou des exercices de rafistolage antidémocratique, le juge constitutionnel, gardien de la Constitution et partant de l'état de droit, est ou s'est parfois tu. Il est parfois resté silencieux et a brillé par son absence. Hélas, et ça a déjà été dit, combien de cours et de conseils constitutionnels ont validé des scrutins pourtant émaillés de graves irrégularités, tout en sachant que la validation de telles élections sont souvent le lit des crises post-électorales et la consolidation des régimes dictatoriaux. Combien de cours et de conseils constitutionnels ont observé parfois passif l'entreprise de révision constitutionnelle opportuniste et déconsolidante ou de manœuvres de contournement des règles de jeu constitutionnelles d'acquisition du pouvoir. L'arrestation récente de l'ancien président de la Cour constitutionnelle guinéenne pour enrichissement illicite et les soupçons de pot de vin qu'il aurait perçus du président Alpha Condé en lien avec le projet de troisième mandat est très éloquente du silence que la Cour constitutionnelle guinéenne avait observé au moment de l'opération de modification de la Constitution. Le cas togolais de 2005 est aussi très illustratif de cette situation et pour rappel, lorsque le président Eyadema décède en 2005 brutalement en février, l'armée va s'emparer du pouvoir, il va désigner Faure comme étant le président, ferme les frontières pour empêcher le président de l'Assemblée nationale qui devrait assurer l'intérim selon les règles constitutionnelles de rentrer au pays puisqu'il était à l'étranger. Et avec la pression et la condamnation de la communauté internationale, notamment de l'Union africaine et de la CEDEAO, l'Assemblée nationale va entreprendre une sorte d'opération de vernissage constitutionnel de ce coup de force. Donc, en session extraordinaire tenue un dimanche, le président Faure, qui était ministre à l'époque, va être réintégré dans son statut de député. Le président de l'Assemblée nationale, Natchaba, est destitué. Faure est élu président de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale va opérer une modification de la Constitution, d'abord de l'article 144 de la Constitution qui empêchait les révisions de la Constitution en période de vacances ou d'intérim de la présidence, pour ensuite permettre la modification de l'article 65 qui exigeait que le président intérimaire organise les élections dans les 60 jours qui suivent. Et cette disposition est modifiée pour permettre à Faure de dorénavant rester au pouvoir pour le restant du mandat de son père, donc jusqu'en 2008. Et tout ce tripatouillage, semble-t-il, avait été fait grâce à la sorcellerie constitutionnelle du professeur Charles Debache. Donc, toute cette mascarade antidémocratique et anticonstitutionnelle s'est opérée sur les yeux d'une Cour constitutionnelle qui est restée muette, sans doute sourde aussi. Et quand elle est sortie de son silence, c'était pour valider l'élection de Faure dans un scrutin émaillé de violence et d'irrégularité et recevoir la prestation de serment d'un fils qui, comme dans une dynastie, venait hériter électoralement du pouvoir de son père. On l'a vu aussi au Tchad avec la Cour constitutionnelle qui n'a pas pipé un mot à la succession de Déby fils à son père. Et on l'a vu aussi avec les autres juges constitutionnels centrafricains qui sont restés silencieux face à la manœuvre de destitution de la présidente Danielle Darlan. On est tenté de se demander que pouvait faire la Cour constitutionnelle face à ce braquage constitutionnel du pouvoir. Il y a en Afrique des cours constitutionnelles
qui ont eu l'ingéniosité de s'arroger, par le biais d'interprétations courageuses de la Constitution, le pouvoir de contrôler les opérations de révision constitutionnelle. Et dans d'autres pays, il y a des cours et des conseils constitutionnels qui ont eu l'audace d'invalider, comme au Kenya en 2017 ou au Malawi en 2020, des scrutins électoraux présidentiels. Maintenant, un juge constitutionnel qui est parfois actif dans la consolidation de pouvoirs anticonstitutionnels. Le juge constitutionnel, dans certains cas dans la sous-région, a été parfois actif dans la consolidation de pouvoirs acquis de manière antidémocratique et anticonstitutionnelle. Ce fut le cas du juge constitutionnel malien et du juge constitutionnel burkinabé qui ont récemment consolidé des pouvoirs putschistes. Au Mali, après le coup de force du colonel Assimi Goïta contre le président de la transition, c'est le Conseil constitutionnel qui, par décision, a désigné le colonel Assimi Goïta comme président de la transition. Et au Burkina Faso, en janvier 2022, lorsque le lieutenant-colonel Damiba opère son coup d'État contre le président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est le Conseil constitutionnel, par une décision dite de dévolution du pouvoir, qui a désigné le lieutenant-colonel Damiba comme président de la transition et qui a même reçu sa prestation de serment avant même l'adoption de la charte de la transition. Et le même Conseil constitutionnel va faire pareil lorsque le capitaine Ibrahim Traoré fait son coup d'État quelques mois après. Et quand on lit ces décisions du juge constitutionnel ivoirien et malien et du juge constitutionnel burkinabé, on perçoit un juge constitutionnel qui est dévoué, qui fait feu de tout bois pour reconnaître une valeur constitutionnelle, parfois à des actes fondamentaux de putschisme, pour essayer de revêtir des coups d'État du vernis constitutionnel. On ne pouvait pas faire pire blague à la démocratie que de constitutionnaliser des régimes putschistes ou des coups d'État. Le juge constitutionnel est donc ainsi parfois, dans la sous-région, un des acteurs du recul de la démocratie. Quelle stratégie pour une démocratie ouest-africaine consolidée? C'est aussi quelle stratégie pour des cours constitutionnelles ouest-africaines soucieuses de la préservation de l'état de droit et de la dignité de son office. Cela passe par des juges constitutionnels courageux et des conseils constitutionnels forts. La Cour constitutionnelle et la démocratie en Afrique de l'Ouest, le besoin d'une institution forte, mais aussi le besoin d'hommes forts. Après le diagnostic de cours constitutionnelles qui se sont compromises dans la violation des principes démocratiques et de l'état de droit, c'est une évidence que la consolidation de la démocratie ouest-africaine passe aussi par une consolidation de l'institution de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle doit se recentrer sur son rôle de gardienne de l'état de droit et d'arbitre indépendant et impartial du jeu démocratique. Elle doit se doter des moyens de son indépendance et incarner la dignité et la noblesse de son office. Au demeurant, toutes les fois que la Cour constitutionnelle a eu le cran d'une institution forte et digne, au moment où la démocratie tanguait dans des pays de la sous-région, cette démocratie s'est trouvée consolidée. Exemple de la Cour constitutionnelle nigérienne dans la période Tanja et post-Tanja, lorsque le président Tanja a voulu entreprendre la modification de la Constitution pour prolonger son mandat, la Cour constitutionnelle à l'époque s'était vivement opposée et elle va payer les frais par sa dissolution. Et lorsque cette Cour constitutionnelle est réhabilitée dans la transition qui a suivi le coup d'État du commandant Salou Guibo, elle est restée non complaisante dans l'exercice de ses fonctions de contrôle, allant jusqu'à retoquer la loi d'amnistie, la loi qui amnistiait les putschistes, en estimant que cette loi élargissait le champ des bénéficiaires au-delà de ce que prévoyait le texte de la Constitution. Elle a aussi su superviser les opérations référendaires d'adoption de la nouvelle Constitution et les opérations électorales présidentielles de manière indépendante et impartiale. Et cela a donné une alternance démocratique au Niger après les 2 mandats de Mamoudou Issoufou, et le Niger semble globalement avoir renoué avec la gouvernance démocratique malgré la crise sécuritaire terroriste. La Cour constitutionnelle, pour être une institution qui mène ou qui ramène à la boussole de la démocratie
doit aussi être animé par des hommes forts, charismatiques et conséquents. Et toutes les fois qu'il s'est trouvé à la tête des juridictions constitutionnelles, des juges audacieux et consciencieux, conséquents, l'institution a souvent aussi été conséquente et a su assumer la noblesse de sa mission. Et si la Cour constitutionnelle nigérienne a pu tenir tête au président Tangia, c'était aussi parce que son président, sa présidente du moins, était assez courageux. Salifou Fatimata Bazey, qui va être reconduite après, lorsque la transition va mettre en place le Conseil constitutionnel de transition. Et l'exemple d'un homme fort à la tête d'une institution qui inspire admiration, c'est le cas de la présidente Danielle Darlan de la Cour constitutionnelle centrafricaine. En rappel, la Cour constitutionnelle en Centrafrique, dans une décision du 29 août 2022, avait censuré et annulé un certain nombre de mesures adoptées par le gouvernement dans sa politique de valorisation de la crypto-monnaie appelée Sango. Donc, l'annulation de la mise en vente de la nationalité centrafricaine, de la possibilité de créer et de mettre en vente une e-résidence, de vendre des terrains et des ressources naturelles payables en Sango. Et cette décision de la Cour constitutionnelle avait été vécue comme étant un affront par l'exécutif. Et quelque temps après, quand le président Touadéra entreprend la mise en place d'un comité de rédaction d'une nouvelle constitution pour, selon ses détracteurs, briguer un troisième mandat, c'est courageusement que la Cour constitutionnelle, dans une décision récente du 23 septembre 2022, va annuler les différents décrets qui créent ce comité. Et c'était l'outrecuidance de trop. L'exécutif a vu derrière ces décisions la main de la présidente et il fallait donc décapiter cette cour de sa présidente trop audacieuse. Parce qu'elle était professeure d'université, elle va être tout de suite mise à la retraite d'office et le ministre de l'Enseignement supérieur va être sommé de procéder à la désignation d'un autre enseignant pour la remplacer. Et c'est ainsi que Mme Darlan va être démise de ses fonctions tout en ayant le courage de rappeler au président Touadéra l'inconstitutionnalité dont sont entachés tous les actes de sa destitution et l'illégitimité dans laquelle il plongeait dorénavant la Cour constitutionnelle. Le président Touadéra venait ainsi de casser le thermomètre pour soigner sa fièvre. Mais hélas, cette présidente courageuse et audacieuse qui a voulu incarner la dignité du juge constitutionnel n'a malheureusement pas été soutenue, même pas par les néo-panafricains des temps nouveaux. Voici comment on fragilise une institution en décapitant les hommes forts qui les animent. En conclusion, je dirais que les stratégies de consolidation de la démocratie africaine doivent aussi songer à consolider l'institution de la Cour constitutionnelle, gardienne de l'état de droit. Il nous faut des cours constitutionnelles indépendantes et des juges constitutionnels qui incarnent la dignité et la noblesse de leur office sans compromission ni complicité avec les fossoyeurs de la démocratie. Et si je peux me permettre une ouverture, c'est d'insister que l'exigence d'institutions fortes, respectueuses de l'état de droit et de la sauvegarde des garanties démocratiques vaut aussi pour toutes les institutions qui animent l'État. Et en ces moments de résurgence des coups d'État, cela vaut aussi et surtout pour l'armée. Les pays ouest-africains ont besoin de reconstruire des armées républicaines, cantonnées dans leur mission régalienne de défense du territoire sans appétit politique. Il y va de la dignité des hommes en tenue et aussi de l'intérêt de la société civile et des civils en général. Mais nous devons tous contribuer à faire tomber le mythe selon lequel l'armée est dans nos États l'institution la mieux organisée, la plus vertueuse, à même de sortir nos États des crises qu'ils vivent. Le Burkina Faso, en plus de 60 ans d'indépendance, n'a connu que 2 présidents civils et le pays, en plus de 40 ans, a été dirigé par des militaires, mais nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière. Je vous remercie et je me réjouis des discussions et des débats que nous allons avoir.